Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Atari. On est au mois de décembre, c'est un peu l'heure des bilans. Et pour célébrer Noël, on a décidé de revenir sur des films d'horreur. Surtout des films d'horreur qui nous ont un petit peu marqué cette année parce qu'on remarque quand même une certaine vitalité du cinéma d'horreur contemporain. Autour notamment, on va surtout parler de deux films en tout cas qui sont sortis en octobre, donc c'est pas des films vraiment qui viennent de sortir, mais on va peut-être un peu y revenir. Smile 2 de Parker Film et The Substance de Coralie Farja, entre autres. On parlera peut-être d'autres films, mais l'idée c'était un peu de revenir un peu sur cette année et sur ce cinéma d'horreur un peu qui nous intéresse en tout cas. Pour en parler, je suis accompagné de Josué Morel. Salut Josué. Salut Corentin. Et pour sa première dans Atari, Pierre-Jean Delvolvé. Salut Pierre-Jean. Salut Corentin. On va commencer peut-être par le cas Smile 2, parce que c'est un peu un cas pour nous, puisque il a fait un peu son chemin jusque dans le top de fin d'année de Criticat. C'est une position du film qui a un petit peu fait parler de lui. On l'a défendu à sa sortie. Tu avais écrit un texte, Pierre-Jean, à la sortie du film. Josué, qu'est-ce que tu penses un petit peu aussi des réactions aussi que ça suscite d'essayer de mettre en avant ce type de film? Oui, alors c'est vrai que c'est assez étonnant parce que le top est à la fois un travail de synthèse éditoriale de tout ce qu'on a fait cette année, et c'est vrai que Smile 2 est un film qui nous a un peu saisi. Enfin moi vraiment je m'attendais un peu à rien. Je venais de découvrir le 1 que j'avais pas vu à sa sortie, et j'ai vraiment été un peu sidéré par le film que j'ai revu, et j'avoue que j'y pense un peu tout le temps. C'est peut-être un peu d'ailleurs le seul film, une confession de mon classement personnel, qu'aujourd'hui je pense je mettrais un peu plus haut que je l'ai mis au moment de rendre ma liste. Et c'est vrai que c'est un peu étonnant parce que quand on a vu les réactions sur le classement, je m'attendais à ce que peut-être Direct Action ou Megalopolis ou même The Substance fasse un peu plus débat par sa présence dans le classement. Et en fin de compte, ça a été Smile 2. Et je ne peux pas m'y empêcher de voir quelque chose qui est un peu de l'ordre du réflexe culturel, puisque Smile 2 est le seul film qui est signé d'un auteur pas encore identifié, donc Parker Film, c'est son deuxième film. Je m'abuse, c'est son deuxième long, et il avait fait aussi un court-métrage qui avait été un peu la matrice de Smile, et puis aussi le seul film qui n'est pas passé en festival. Et donc voilà, puisque on a eu un petit peu l'outrecuidance de mettre cette espèce de film adolescent, très expressif dans ses effets, je voudrais remettre un petit peu de sérieux intellectuel pour préparer cette émission, et donc commencer par lire une phrase de Merleau-Ponty qui, à la fois, mon avis, résume très bien ce que fait Smile 2, et résume très bien aussi, à mon avis, la quintessence du cinéma horrifique et ce qui nous intéresse là-dedans. Alors c'est une phrase tirée du visible et de l'invisible, où Merleau-Ponty, alors j'extrais un peu la phrase de son raisonnement général, mais à mon avis c'est très parlant sur notamment une figure en particulier qui est la figure maîtresse de Smile 2, qui est le jumpscare, et qui, moi, à mon avis, est un petit peu le suc absolu de ce qui m'intéresse dans le cinéma horrifique. Merleau-Ponty explique que autrui ne peut s'introduire dans l'univers du voyant que par effraction, comme une douleur et une catastrophe. Il surgira non devant lui, mais latéralement, comme mise en question radicale. Alors c'est intéressant cette question même de la latéralité, parce qu'il me semble que... Smile 2 est une adaptation de Merleau-Ponty là quand même. Presque, parce que le premier jumpscare c'est ça, c'est la caméra qui coulisse par un panoramique et qui révèle une présence tapie dans la pénombre et une espèce de chamboulement de la réalité d'une certaine manière. Moi ce que je trouve passionnant dans Smile 2 et ce que je trouve passionnant d'une certaine manière dans le cinéma horrifique, c'est quelque part le rejeu de quelque chose qu'on sait tous au fond et qui en même temps nous tétanise à chaque fois qu'on s'en rend compte, c'est-à-dire que ce que l'on croit être le monde en fait passe par notre regard, notre vision, et que dès qu'il y a quelque chose qui rentre dans notre champ de vision, on réalise en fait que notre accès au monde n'est que parcellaire, n'est que minimal, et que en fait compte, nous n'avons toujours accès qu'à une portion du réel. Et qu'est-ce que c'est qu'au fond qu'un jumpscare ? C'est toujours la rupture conjointe de deux membranes. La première membrane, ce serait le cadre. Je suis spectateur de cinéma, je vois une situation, un univers, une réalité par le biais d'un cadre ordonné, et tout d'un coup quelque chose soit va entrer ou de l'intérieur va se métamorphoser et produire une forme de reconfiguration radicale qui va littéralement me tétaniser, me surprendre. Et puis donc voilà, au-delà de cette membrane que serait le cadre, ça serait la membrane de la réalité. Bon, sur ce point, je pense qu'il y a un malentendu énorme sur Smile 2, qui est de dire que c'est un film qui ne repose que sur cette jumpscare, donc c'est-à-dire un surgissement comme un espèce d'effet putassier, tape à l'œil, qu'il faudrait condamner, et de dire qu'il y aurait trop de jumpscare, ou de dire encore que le film serait trop prévisible, ou serait dans le rejeu de la dynamique du 1, ce qu'à mon avis vraiment sont des choses qui ne sont pas très opérantes quand on regarde le film dans le détail. Il faut dire un truc à mon avis sur Smile 2, et à mon avis synthétise aussi ce qu'il y a de plus passionnant là-dedans, c'est-à-dire que quand une scène démarre, en fait, quasiment à chaque fois, je sais qu'il va y avoir un jumpscare. Il n'y a pas d'enjeu presque de surprise à cet endroit-là, mais il y a deux questions qui se posent, c'est à savoir, mais d'accord, il va y avoir un jumpscare, je le sais d'emblée, mais à quel moment exact le jumpscare va surgir ?
et selon quelle modalité. Et là, sur ce point, en revanche, à mon avis, le film est constamment surprenant et d'une inventivité un petit peu par endroits prodigieuse. Hein. Vraiment, par moments, pas tout, mais par moments, j'ai l'impression vraiment de voir un grand film et de voir aussi chez Parker Finn l'un des 4-5 metteurs en scène les plus prometteurs émergents sur ces dernières années. Parce que c'est aussi une question de rythme, c'est une question de tempo. C'est-à-dire vraiment à quel moment le surgissement, à quel moment la scène va se reconfigurer de l'intérieur. Et en fait, le film fait quelque chose d'assez traditionnel dans l'approche du cinéma, que serait la direction du spectateur. Et c'est un film un peu inouï de direction de spectateur sur ménager ses attentes, ménager un suspense, etc. Et j'aimerais dire enfin quelque chose avant d'élargir. Alors, non seulement sur vos impressions sur Smile 2, mais aussi sur d'autres films. Il y a quelque chose qu'on a assez peu dit, j'en suis surpris, c'est que ça me semble aussi un film qui travaille une question très contemporaine et qui la travaille de manière assez radicale et même un peu ambivalente, il faut le dire, que serait la question du gaslighting, c'est-à-dire vraiment de mettre en doute chez quelqu'un sa perception du réel en le bombardant de mensonges, ce qui est aussi d'une certaine manière une définition de la direction du spectateur. Et que là, ce que fait Parker Finn, c'est une forme de gaslighting fait fête foraine, c'est-à-dire vraiment, en fait, dès le début, le personnage, contrairement à celui du premier, est quelque part condamné à errer dans un réel vérolé par un train fantôme. Et qu'il y a une forme de mensonge au carré qui est un peu extraordinaire. Hein. D'ailleurs, par exemple, il y a un personnage clé dans l'intrigue qu'on voit à plusieurs reprises et qu'en fait qui n'est qu'une illusion, qu'un mirage. Et quand on revoit le film sur des questions de hors-champ, sur des questions de cadre, en fait la mise en scène n'arrête pas de nous l'indiquer, comment ce personnage en fin de compte n'interagit qu'avec le personnage principal. Et ça, sur ça aussi, c'est pas uniquement une espèce, on l'a dit aussi, une espèce de blockbuster pour adolescents, cette vision qu'on a aujourd'hui du cinéma d'horreur destiné à un public très jeune pour des multiplex. C'est-à-dire c'est vraiment un film qui dans son détail travaille des questions qui à mon avis sont des questions fondamentales du cinéma horrifique, mais qui travaille aussi quelque chose d'ambivalent, puisque en fait le gaslighting, à la fois c'est un gaslighting opéré vis-à-vis du personnage principal, qui est donc une espèce de pop star qui vit ses derniers jours dans un espèce de cauchemar kafkaïen, mais c'est aussi un gaslighting du spectateur. Et le film est presque là d'un sadisme, mais un peu passionnant et très retors dans sa manière de nous surprendre, dans sa manière d'emboîter, d'entrelacer différents niveaux de temporalité pour mieux nous tromper. Alors, je te passe la parole. Non, je te passe la parole parce que tu avais surtout écrit un texte un peu qui rejoint un peu ce que tu viens de dire aujourd'hui, sur une sorte d'éloge du jumpscare un petit peu, donc surtout sur sa partie foraine, peut-être que tu voulais un peu développer là-dessus. Non, en fait, tout ce que tu dis m'intéresse parce que au fond, il y a Merleau-Ponty, il y a le Gaslight, et disons que pour moi, Smile 2 m'intéresse particulièrement sur sa capacité à être une sorte d'antidote parfait entre une horreur qui serait uniquement putassière, uniquement foraine. On en aurait des exemples qui seraient les productions Blumhouse par exemple, ou alors dernièrement peut-être Terrifier 3 sur lequel on va peut-être revenir, qui est quand même un film d'horreur important dans l'année, qu'on le veuille ou non, en tout cas en termes d'entrée et de phénomènes qu'il a représenté. Et en même temps, l'antidote parfait à ce qu'on a appelé, ce qui est un terme affreux mais qu'il faut bien affronter, la elevated horror, qui est ce terme inventé plutôt par des exécutives, en tout cas c'est un terme marketing. Je rebaptiserais l'horreur bien élevée. Tu vois. Oui, exactement, en tout cas cette espèce d'horreur qui serait avant tout, tu as une expression dans ton texte, faire genre de faire du film de genre, c'est-à-dire dans ton texte sur The Substance, c'est vraiment l'idée que le cinéma d'horreur ne serait qu'un moyen d'aborder des sujets extrêmement profonds, mais on évacuerait de cette dynamique tout ce qu'il peut y avoir de forain, d'amusant, le jumpscare. Évidemment, par exemple, pour les films de Ari Aster ou les films de Robert Eggers, ils étaient parfois défendus parce qu'il n'y avait pas de jumpscare. C'était vraiment le point théorique absolu, c'était il n'y avait pas de jumpscare, comme si ce seul point suffisait à en faire des films intéressants. Et je trouve que Smile 2, et c'est peut-être là où il m'intéresse le plus, est à cette jonction-là, c'est-à-dire que c'est à la fois un film qui correspondrait à ce qu'on peut attendre de la elevated horror, c'est-à-dire un film mental. On parle de la névrose et c'est une pure logique de cauchemar. Sur le traumatisme. Et le trauma, etc. D'ailleurs, le jumpscare, c'est la manifestation du refoulé dans le film. C'est, à chaque fois, c'est une espèce de choc qui vient se greffer à la conscience du personnage qui est perdu dans son trauma. Et le jumpscare vient en permanence l'agresser là-dessus. Et donc c'est à la fois le jumpscare et, comme tu l'as très bien expliqué, cette mise en scène très élastique qui nous permet comme ça de l'attendre, de savoir qu'il va venir, et en même temps d'être constamment surpris là-dessus. Le film est vraiment très joueur, très ludique, et d'ailleurs le côté ludique il est mis en branle dans une scène particulièrement marquante qui a été beaucoup relevée, qui est la scène de 1, 2, 3 Soleil. D'un coup, la dynamique ludique est vraiment mise en place dans la scène elle-même. On a une scène de jeu, puisque le personnage
est seule chez elle et joue à 1, 2, 3 soleil avec ses danseurs qui sont en fait des manifestations de l'entité horrifique qui s'acharne sur elle. Et donc là-dessus, le film est assez fort parce que évidemment, on peut y voir toute une série d'éléments d'auteur. Hein. Je pense qu'en effet, Parker Finn est un auteur intéressant et il est à rapprocher à toute une tradition du cinéma d'horreur qui n'est pas du tout méprisable. Moi, je citais notamment certains films de Roman Polanski. Je pense qu'il y a un rapport à la claustrophobie qui est quand même pas inintéressant à rapprocher. Et puis, il y a un projet, alors on sait maintenant qu'il l'a mis un peu de côté, il a un projet d'adaptation de Zulawski de Possession. On sait qu'il l'a mis de côté aujourd'hui pour réaliser, pour notre plus grand bonheur, Smile 3. Mais moi, je vois certains liens avec cette horreur-là, notamment dans la prestation que je n'ai pas relevée dans mon texte, mais je pense qu'il faut le faire, de Naomi Scott, qui est quand même totalement extraordinaire dans sa manière dans son espèce de démence comme ça, et qui, moi, m'évoque quasiment certains moments de Isabelle Adjani dans Possession, cette espèce de côté totalement délirant, éructant, on s'arrache les cheveux, il y a quelque chose qui peut paraître un peu, je sais que c'est une expression utilisée sur le film, un peu étouffe chrétien aussi. Le film est quand même très très généreux en effet. Et, ça bourrine. Ça bourrine, voilà. Mais du coup, c'est un rapport à l'horreur. Et d'ailleurs, ça fait lien, je pense, avec The Substance. Peut-être que tu voudras rebondir là-dessus. Les films d'horreur les plus intéressants cette année sont quand même des films qui ne vont pas avec le dos de la cuillère, quoi, qui ont un rapport très... Et pour moi, ça va avec cette horreur foraine, quoi. C'est-à-dire que ce rapport aussi très premier degré, très amusant, avant de faire du cinéma qui se voudrait réflexif. Ouais, non, mais je rejoins tout ce que vous avez dit, et je pense que globalement, tu vois, j'essaie de réfléchir un petit peu qu'est-ce qui distingue la L'Helvétie d'horreur des films qu'on est en train de parler. C'est pas évident parce que la définition de la L'Helvétie d'horreur, ça reste hyper flou. Voilà, c'est avant tout une conception auteuriste, on va dire. Je pense que c'est une question aussi de l'horreur qui serait légitimée par une logique de bien scénario. Sûr, bien sûr. Mais même là, tu vois, par exemple, c'est intéressant parce que il y avait un truc qui me gênait un peu dans Smile 1 et dont tu parles aussi dans ton texte, qui serait un peu ces mouvements gratuits de caméra à l'envers. Et en fait, là, en y repensant et en revoyant le film, moi, ça me gêne pas du tout dans le film, et au contraire, je trouve que c'est beaucoup plus logique. C'est-à-dire le renversement, c'est vraiment un renversement radical de l'accès à la réalité. Et cette logique de jumpscare, même, elle actualise quelque chose qu'elle a d'emblée. C'est-à-dire que par exemple, avant que s'opère la rencontre avec l'entité, il y a une scène de répétition d'une chorégraphie. Et en fait, on sent vraiment la mise en place d'une situation avec quelque chose qui va se dérégler. Et là, le prélude presque au jumpscare, ce serait juste une petite glissade, justement une blessure, un traumatisme qui serait ravivé discrètement. Et en fait, c'est déjà en soi à un stade vraiment presque larvaire. La logique de jumpscare, d'explosion que va travailler le film. J'ajouterais quand même une petite nuance là-dessus, c'est qu'à mon avis, alors oui, il y a quelque chose d'amusant dans la manière dont le film joue avec nos attentes. Moi, je trouve aussi le film très brutal. Et moi, j'étais en apnée quand je l'ai vu. Et je trouve le film d'une violence et d'une radicalité. Alors, notamment, à mon avis, moi, il y a des plus beaux jumpscares que j'ai vus de ma vie. Qu'est-ce qu'on appelle le jumpscare visage phare, visage voiture, qui est un truc d'une violence formelle, de violence formelle pure, c'est-à-dire sonore, visuelle, quelque chose de l'ordre pur de la perception, qui est une agression. Et je pense que le film est d'une extrême agression, d'effraction, pour revenir à la citation que j'évoquais, et pas uniquement quelque chose qui serait d'amusant vu de loin. Alors que par exemple Terrifier 3, à mon avis, donc qui en fait rejoue un petit peu cette même logique, là pour le coup quelque chose qui serait purement dans la viscère, purement dans la prothèse, une horreur qui serait très différente, lui essaye un peu de travailler quelque chose qui serait de l'ordre du plaisir d'atelier, de Hart, le clown maléfique qui bricole sa bombe glaçante ou des choses comme ça, c'est-à-dire quelque chose un peu du bricolage régressif et jouissif, alors qui pourrait aussi provoquer une forme de dégoût, on y revient, mais quelque chose en tout cas qui serait ouvertement plus ludique même, vraiment dans on va détriturer les corps, etc. C'est un film de maquilleur en fait. Exactement. Smile 2 à mon avis est quelque chose dans une forme 2, c'est plus de entre brutalité, deux, je trouve. J'essaie de réfléchir avant que t'interviennes, Josué, sur un peu les deux matrices, on va dire, je pense horrifiques. Tu vois, il y aurait d'un côté Massacre à la tronçonneuse, de l'autre, je pense Shining. Tu vois, pour la L'Helvétie d'horreur, c'est vraiment l'inspiration première de dire le labyrinthe mental, sans vouloir tacler Kubrick du tout, mais vraiment cette idée, le steadicam, tu vois, la lenteur, etc. Et de l'autre côté, une sorte de rage un petit peu débordante, qui est pas pour autant dénuée de plasticité, tu vois, visuellement. Ouais, mais je sais pas si on pourrait caser Smile 2 dans une catégorie ou ou l'autre. Justement, qu'il est entre les deux. Ouais. Il y a un truc entre les deux, il fait un peu la synthèse, la jonction des deux, à la fois le film mental un peu labyrinthe, tu vois, qui avec un cadrage quand même assez patient, on va dire. Même dans les effets, je trouve, c'est pas un film qui va, on a dit que ça bourrinait, mais je trouve quand même
le film quand même assez film est très patient patient. dans la Ouais, construction bien en sûr, tout cas de l'arrivée des jumpscares. Et il dure plus de 2 heures, 2h20, Ouais. donc Et de l'autre côté, quand même, et il suffit de voir, tu vois, le monstre en lui-même. Enfin, tu vois, il y a quand même un truc quand même de la déformation plastique du corps ou de la défiguration. Tu vois, autant on sent que thème, on va dire, de représentation, vraiment l'idée, voilà, que même un simple sourire, tu vois, devient monstrueux. L'idée que l'horreur, en fait, se situe pas tant dans la tête que sur les corps, en tout cas, ou plaqué sur les silhouettes des personnes qui sont à l'arrière-plan. Une petite fille qui arrive et qui sourit, d'un coup, ça devient monstrueux. Et là, on revient peut-être plus à ce que travaille peut-être The Substance, en effet, ou Terrifier dans une autre, je suis d'accord, une autre perspective, c'est-à-dire l'horreur corporelle, tout simplement. Enfin, J'aimerais juste ajouter un petit ça, truc sur la durée, c'est étonnant. C'est vrai qu'en fait les films sont très longs cette année, ou alors cassent un petit peu la logique l'idée qu'on se fait d'un film d'horreur qui serait donc un film d'exploitation qui dure 1h30 avec 40 minutes d'exposition, enfin un peu la structure séminale d'Halloween. Et tu vois par exemple The Substance dure 2h20, Smile 2 ça dure 2h05, je crois, quelque chose comme ça. Terrifier 3 dure 2 Terrifier heures 3, aussi. ça dure plus de 2 heures, ce qui est complètement incompréhensible quand on voit le film. Et même je pense à un film comme Whenever Lurks, qui est un film, je sais plus s'il est argentin si je me trompe Ouais, pas, c'est ça, qui est un film d'horreur que je trouve assez étonnant et pas Sorti en début d'année, du coup. sorti juste avant Cannes, mai, ouais. en début mai, et un film surtout qui m'a beaucoup étonné sur un point très précis, c'est que c'est un peu un film d'horreur hybride, donc un film de contamination diabolique qui comprend un peu 3 ou 4 films en un, hein, mais surtout qui va à toute berzingue, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout cette logique d'installation qui est quand même un petit peu le chemin type d'un scénario de film d'horreur qui va installer son contexte avant de lâcher un peu les chiens pendant une demi-heure, et que là au contraire on a une logique inflationniste, c'est vrai, qui serait aussi intéressant dans une forme de reconfiguration du cinéma d'horreur. Et là je pense qu'on est quand même un peu obligé d'arriver à The Substance, qui serait quoi qu'on pense du film ou à quel degré d'enthousiasme on se situe, que serait en tout cas une espèce de corps un peu difforme, condensant plein d'ambition, et dont la durée serait aussi une forme de symptôme, hein, c'est-à-dire une forme de trop-plein aussi d'idées. Ça de enfle, désir, quoi, de voilà. volonté, voilà. Bah là pour le coup sur la durée c'est pas du tout le même rapport à la durée entre The Substance et Smile 2. Je voulais Tout à fait, juste oui. revenir sur un truc sur Smile 2 et après j'embrayerai sur le déséquilibre de The Substance. C'est que tout ce que tu disais sur le côté labyrinthique, moi ce qui m'intéresse particulièrement dans le film quand même, c'est que cette idée d'avoir un personnage constamment traumatisé, constamment assailli de vision, c'est ce qui permet aussi à Parker Finn d'avoir une mise en scène qui est entièrement dédiée à l'horreur. C'est-à-dire qu'au fond, on peut passer d'une porte d'un ascenseur à une vue d'une rue en plan zénital. Il y a une espèce d'élasticité de ça, et qui me rappelle presque les figures qu'on peut trouver dans les grands trains fantômes, qui sont pour moi les meilleurs films d'horreur des dernières années, qui sont les films de James Wan. Et notamment, moi, il y a une scène qui m'avait énormément marqué dans Malignant, qui est un film qui a été très mal reçu et que je crois il a été très défendu chez Criticat, et que moi j'aime énormément. Et il y avait cette scène où à un moment donné un personnage allait dans un manoir pour retrouver des archives qui allaient lui révéler la vérité. Elle arrivait en voiture sous un soleil absolument éclatant, et au moment où elle ouvre la porte du manoir, c'est la nuit noire, comme si au fond, pour la mécanique d'horreur, il faut que cette scène soit dans la nuit, alors même qu'on est arrivé en plein jour. Mais une plasticité, quoi. Exactement. Et en fait, quoi. et pour moi, alors James Wan, lui, le fait vraiment, disons, dans une logique de pur train fantôme, même si le film travaille aussi des choses intéressantes thématiquement, mais c'est quand même avant tout une horreur foraine et un peu débridée. Mais j'ai l'impression que Parker Finn, et d'ailleurs il y a certains jumpscares, je sais que toi tu citais au moment où tu avais vu le premier Smile, tu citais un jumpscare très connu de Insidious. On sent quand même que le démon qui arrive. ouais, dans la on sent que James Wan fait un peu des petits dans cette logique-là, même si, encore une fois, chez Parker Finn, il y a une assise de sujet qui est liée au trauma, etc., et au gaslight. Enfin, voilà, Je préciserai un point, et ouais. c'est ça qui me semble très intéressant chez James Wan. J'avais fait d'ailleurs un peu un texte là-dessus sur Conjuring 2, c'est-à-dire vraiment de tremper la logique du cinéma horrifique classique dans les eaux du numérique, et de travailler quelque chose qui serait de l'ordre de la transition numérique comme incarnation du surnaturel et de la porosité entre deux espaces ou deux états mentaux. du monde, la Voilà. cécité, etc. Malignante, pour moi, est vraiment un film très étonnant et très beau par endroits là-dessus. Smile 2, c'est un peu étonnant parce qu'il y a aussi des choses qui sont de cet ordre-là, et moi je trouve notamment, alors on a parlé de ce raccord vraiment du visage voiture, mais ce qui suit aussi est étonnant, c'est-à-dire qu'on passe d'une scène au milieu de la nuit à un réveil, à un effet d'accélération, et donc comme ça de décloisonnement aussi des temporalités, des espaces-temps, etc. Et il y a aussi, alors c'est intéressant parce qu'il y a deux scènes que j'aime un peu moins dans Smile 2, que serait la scène du discours, et la scène aussi peut-être de la dispute, du rejeu traumatique de la dispute après la séquence à nos trois soleils. Et en même temps, il y a toujours un détail, même dans les scènes que j'aime un peu moins, que je trouve génial. Alors, dans la première, ça serait une forme de surgissement latéral sur scène que je trouve très fort.
Et puis dans la scène de l'accident, il y a un détail qui est très très beau, c'est-à-dire que c'est filmé en plan séquence et on voit vraiment la plongée de la voiture. Et en fait, au moment où la voiture est sur le point d'atterrir, il y a une espèce de raccord, alors qui n'est pas tout à fait un morphing. Il y a un plan intercalé du personnage qui se trouve sur son lit d'hôpital et qui est cerné de branches, mais il y a une espèce de transition presque transparente entre la plongée de la voiture dans le néant et le personnage qui se réveille d'un cauchemar. Et ça, sur ça, le film est très très fort et surtout, à mon avis, il témoigne d'un progrès par rapport au 1. C'est que le 1, justement, était encore dans une logique un peu plus traditionnelle de montage, avec de construire des situations. Mais il n'était pas très bon, je trouve, sur les raccords, sur les ellipses. C'est-à-dire qu'il y avait souvent un truc qui me gênait, moi, dans le 1, c'est des situations qui arrivaient dans une impasse. Je pense par exemple à la scène avec la psychologue, où en fait, on se rend compte que la psychologue que le personnage voit, avec qui elle a relié, est en fait l'entité. Et en fait, l'entité s'approchait très menaçante du personnage, la mettait dans une position où voilà, il y avait une forme d'affrontement. Et en fait, il y avait un raccord, on trouvait le personnage, je crois, dans une voiture quelques heures plus tard. Et en fait, on ne sait pas du tout comment l'entité est partie. Enfin, c'est très bizarre quand on essaie de creuser un peu le hors-champ de cette scène-là. Et on voyait bien qu'en fin de compte, là, il était là un peu au bout de son jumpscare, il était là un peu de sa situation. Enfin, c'est pas techniquement d'ailleurs un jumpscare dans l'occurrence. Et que le film bazardait ça. Alors que Smile 2, au contraire, il va jouer dans une logique d'enlacement, d'entrelacement, de porosité comme ça entre les situations, qui fait qu'à mon avis, le film est un niveau de progression de mise en scène par rapport au 1 qui est assez spectaculaire. Enfin, c'est vraiment un cinéaste en devenir et à mon avis, qui a un vrai talent de mise en scène. Oui, pour conclure sur Smile 2, peut-être et faire la transition avec The Substance. Bon, moi, je dirais juste une chose sur la scène que tu cites, tu vois, de l'accident. Je trouve que ce qui est frappant, c'est à la fois le raccord, mais c'est aussi, tu vois, l'incarnation, on va dire, l'incorporation dans la scène qui passe notamment par cette espèce de panoramique, tu sais, un petit peu d'aller-retour entre les deux personnages au moment où ils parlent. Donc en fait, à partir du moment où la caméra est incarnée, on remet du corps dans l'horreur et c'est ça qui crée le choc traumatique. On est à l'arrière de la voiture et on suit la dispute quasiment. Voilà. Enfin, et c'est un peu la question, cette question un peu de l'incorporation, tu vois, de quel degré quelle relation on a avec l'horreur, etc. Bon, est-ce qu'elle est plutôt mentale, plutôt corporelle, etc. Je trouve que Smile 2 fait un peu les deux en même temps et le fait bien en fait dans les deux parties. Je me suis posé la question évidemment sur The Substance parce que je crois qu'il y a eu même un débat, est-ce que c'est vraiment un film d'horreur à un moment. La question s'est posée. C'est là que on glisse un petit peu, tu vois, entre différentes définitions aussi du cinéma d'horreur qu'on peut avoir. Je me suis demandé si c'était un film vraiment corporel au sens où nous on le ressent corporellement, ou est-ce que c'est un film sur le corps, tu vois, que c'est pas quelque chose tout à fait la même question. Peut-être qu'on peut commencer en tout cas à discuter du film de Coralie Farja sous cet angle-là, sachant que on aime beaucoup le film, c'est pas la question, c'est pas tant voilà, quel rapport il a avec les autres dont on parle. Alors, on aime beaucoup le film. Moi, j'aime un peu moins le film, je dois dire. Bon, je le précise, je l'aime bien, et je l'ai défendu aussi, mais j'ai quand même plus de réserves. Et c'est vrai que c'est moi qui ai un peu exprimé le fait. Je me demande si c'est un film d'horreur. Parce qu'à mon avis, le film est beaucoup plus fort dans une logique qui est comique. On y reviendra, mais c'est aussi une comédie d'horreur qui pourrait s'inspirer de quelque chose qui est un peu passé de mode, mais est-ce que ça n'a jamais été à la mode, que serait ce qu'on appelait à un moment le gorelesque. Voilà, des films comme Branded, etc., de Peter Jackson. Enfin, une logique vraiment de faire du trop-plein du gore, une logique qui serait presque burlesque. Et là, par exemple, la scène de l'aligot dans The Substance pourrait aussi, même si c'est pas du gore, il y aurait ça serait le sang et le fromage, ce serait un peu la même chose. Ça devient du gore. Non, mais oui, voilà, exactement. Moi, ce qui me pose un petit peu question, on va dire, parce que c'est un film assez ouvertement dialectique, The Substance, c'est-à-dire qu'il y a deux corps, il y a deux œufs, il y a deux femmes, on alterne entre les deux, et il y a un principe de vampirisation que tout le monde a très bien identifié à la Dorian Gray, qui est un principe de mise en scène qui est intéressant, mais à mon avis qui est un peu la limite du film, c'est-à-dire que cette dynamique de vampirisation qui raconte aussi quelque chose sur le vieillissement, sur les injonctions, sur le corps des femmes, etc. Enfin voilà, tout l'attirail aussi potentiellement théorique du film mène un peu à une impasse. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que si on part du principe que le film est dialectique, quelle serait un peu sa troisième partie et quelle serait un petit peu la synthèse de ces deux corps qu'il met en opposition. Et j'ai l'impression que le film essaye plusieurs un peu ouvertures dialectiques. Il y en a une, à mon avis, qui est un peu une scène, j'ai l'impression que tout le monde s'accorde à dire qu'elle est quand même ratée, qui est la scène de l'affrontement entre dans l'appartement. Alors je l'ai revu et j'aime un peu plus que la première fois. Parce qu'il y a un truc un peu sur la violence, voilà. Et puis il y a à côté Quasimodo qui combat Barbie, quoi. Enfin, il y a un truc qui est un petit peu absurde là-dessus. Mais moi je trouve quand même l'idée de la scène un petit peu ratée. Et à mon avis,
Farja s'en sort et le film s'en sort parce qu'à mon avis, il a réussi à se défaire de cette étreinte, de cet étau que serait justement la dynamique à la Dorian Gray. C'est le moment justement où il y a un troisième carton qui surgit pour faire advenir un troisième personnage qui est littéralement la synthèse des deux autres, qui serait le monstre pas possible, monstrueux, Elisabeth Sou, je sais plus comment elle s'appelle, Elisa Sou. Et là, en fait, c'est intéressant. Le moment où je me dis, tiens, ça y est, le film là a réussi sa dialectique, c'est la parodie de Vertigo. C'est-à-dire un espèce de trop-plein postmoderne qui vire vers quelque chose qui est complètement comique et qui, à mon avis, pour le coup, mais ne raconte rien par rapport à Dorian Gray, le vieillissement des corps, etc. Et même sur cette opération dialectique... Tu vois, sur Vertigo, c'est quand même la musique dans Vertigo de la scène où un homme essaie de façonner une femme à l'image de sa femme. Oui, tout à fait, donc, c'est vrai. À la limite, tu vois, même théoriquement, je peux mais rapprocher. tu vois, à un moment, il y a une autre citation musicale qui est 2001. Bon là, pour le coup, 2001, tu n'arriveras pas sur ce terrain. Je sais te le dire. Et même derrière 2001, tu vois, pour moi, c'est toujours ce truc de, il y a un peu une tentative de trop, une idée de trop. C'est-à-dire que là, pour le coup, la référence à 2001, je la trouve un peu lourdingue, alors que celle à Carrie, je la trouve super. Enfin voilà. Mais disons qu'en fait. Peut-être un peu la limite que j'aurais sur The Substance, c'est que est-ce que sa force justement c'est un peu dans sa structure scénaristique d'ailleurs. Alors je disais, ça peut paraître un peu contradictoire parce que je disais qu'à Cannes justement avant même que le film ait le prix du scénario, que c'était pour moi un peu une forme de scénario entre guillemets rêvé, puisque c'est un scénario qui n'a que vocation à donner des situations et aller au bout d'un concept. Et en même temps, cette structure narrative est pas forcément ce que le film réussit le mieux. Ce qui réussit le mieux, c'est vraiment quand il lâche les amarres. Et je pense que d'une certaine manière, il faut pas prendre non plus de substance trop au sérieux. Ce qui est intéressant, et tu l'as très bien dit, c'est son appétit, c'est sa volonté d'embrasser plein d'idées, plein de genres différents, pour créer une espèce de monstre postmoderne. Mais d'ailleurs, vous voyez, c'est pas un jumpscare le surgissement du monstre, c'est un éclat de rire généralisé. On se dit, le film l'a osé. Bon, là, en effet, il y a même un truc qui libère de l'atmosphère un peu suffocante qu'il essaye de dresser, et qu'en fait, le film est une comédie. En fait, je pense. Quitte à forcer le trait. J'ai envie de dire, il est comique jusque dans le choix de certains effets. Tu sais, le fait de, on met le plan au fond d'une poubelle. Il y a, tu vois, en soi une logique un petit peu à la fois de monstration de la mise en scène. La mise en scène se montre elle-même et en plus peut prendre potentiellement des formes un petit peu inattendues, exactement comme le monstre à la fin, tu vois, l'œil en dessous, la tête en bas, etc. Et donc du coup, pareil, au niveau du point de vue qu'on a sur les scènes, un petit peu la mise en scène va préparer presque ce qui est son objectif. Je suis d'accord que la dernière partie est la meilleure. Presque, j'ai envie de dire, presque la durée, tu vois, justifie ce truc-là un peu de il faut que ça macère, il faut préparer la Ligo pour qu'à la fin, tu vois, on puisse le déguster. Mais elle cherche un peu quand même son opération dialectique. C'est ça que je veux dire, c'est que le film quand même tâtonne un petit peu sur quelle voie il peut prendre. Il y aura peut-être des bouts, là, en l'occurrence, qui auraient pu être dans coupés, sa démarche, tu vois, justement, de tâtonnement et de tentative. Tu vois, il y a un truc comme ça, un peu de laboratoire, un peu de Frankenstein, voilà, où vraiment on va rafistoler 2-3 trucs, on va tenter des choses et à la fin on arrive à une scène, tu vois, un peu, voilà, où quelque part tout explose. Mais le malentendu de prendre ou pas au sérieux The Substance, à mon avis, vient essentiellement de la place qui lui a été donnée à Cannes, de son prix du scénario. C'est-à-dire que je pense que ce film-là découvert, je veux pas faire de la politique fiction, mais ce film-là découvert au PIF ou en séance de minuit à Cannes, aurait peut-être un accueil tout aussi enthousiaste de notre part ou de la part d'un certain nombre de spectateurs, mais on se poserait beaucoup moins cette question de Revenge. Faut-il, voilà, Revenge par exemple, et qui pour moi, en fait, et d'ailleurs tu le dis dans ton texte aussi, pour moi The Substance continue beaucoup plus Revenge qu'il ne serait dans la lignée des autres films d'horreur adoubés par le Festival de Cannes. En fait, elle poursuit une espèce de logique qui est une logique en effet très outrancière, très déséquilibrée et ouvertement comique. Moi, évidemment, je pense plus à Branded. Alors, elle a dit qu'elle n'avait pas vu Branded, donc bon, j'ai vu dans une interview. Society, voilà, mais c'est un cinéma d'horreur. Enfin, pour moi, elle est beaucoup plus proche de ça que d'un cinéma d'horreur cérébral à la Cronenberg, dont on a voulu la rapprocher parce qu'on a voulu aussi la rapprocher de Julia Ducournau. Mais au fond, le seul rapport entre elle et Julia Ducournau, à part qu'elles sont femmes et qu'elles font des films de genre et qu'elles sont françaises, ce rapprochement est absurde et cette comparaison n'a pas lieu d'être. Alors c'est un peu compliqué parce que moi je trouve en effet qu'il y a un truc un peu sexiste dans l'effet de les comparer, de dire laquelle on préfère. En plus tout le monde a une réponse différente, quoi. C'est ça. Voilà. Donc là je suis un peu d'accord. Et en même temps, moi je trouve ça pas mal d'une certaine manière que le film se retrouve dans des sélections comme Cannes. On en revient un peu au tout début de ce débat, c'est-à-dire vraiment de faire entrer un cinéma d'horreur qui ne serait plus un cinéma d'horreur un peu lyophilisé. Désolé de le dire, mais c'est un peu ce qui est devenu un moment Cronenberg. Cronenberg est pas frappant quand on voit le dernier, quoi. Voilà, est parti de la marge et a fait un cinéma, on va dire corporel de la chair qui incluait encore des éléments horrifiques, Scanners, chromosomes, Vidéodrome, même faux semblant. Il y a quelque chose d'un peu glaçant et d'un peu terrifiant par moment, mais qui serait finalement passé par le tamis de la respectabilité auteuriste, etc. Et que d'une certaine manière, The Substance, bon,
alors c'est la voix de Ducournau, mais il n'y a pas que elle d'une certaine manière, c'est-à-dire vraiment une volonté aussi. Alors on pourrait élargir un peu plus loin, quitte à sortir un peu là du strict cadre du débat, mais c'est vrai que ces dernières années, il y a eu une espèce de volonté de ramener, d'injecter du genre dans le cinéma d'auteur, avec les films de Jarmusch et compagnie, même les films de Jessica Hausner, c'est-à-dire qu'à un moment chacun avait un petit peu sa déclinaison d'un classique du cinéma horrifique, mais sur un versant autoriste. Moi ce que je trouve un petit peu intéressant, justement, c'est vrai que j'y pensais pas, mais The Substance va... Jusqu'ici, il y avait une idée de la dose, c'est-à-dire qu'on va mettre une petite dose de genre pour colorer un petit peu un cinéma entre guillemets d'auteur de festival, d'une touche populaire et d'une touche même voire pop. Oui, de s'encanailler un petit peu. Tu vois, exactement. Et là, la question de l'injection, elle est littérale dans une substance, et en fait, on injecte plus d'une fois d'ailleurs. C'est une overdose. On nous donne des instructions au début, tu vois, c'est-à-dire tout le monde le voit venir, c'est-à-dire qu'on a la fameuse, l'espèce de piqûre qui d'ailleurs sert un peu presque d'emblème, je crois, sur l'affiche américaine, enfin voilà, d'injection. Et en fait, évidemment qu'on va s'en servir, évidemment qu'on va dépasser la dose nécessaire et recommandée. C'est pas du tout un film qui suit une notice médicale de manière stricte. Et donc ça serait un trop-plein d'injections, alors que là, jusqu'ici, les films, notamment sélectionnés à Cannes, qui essayent de matiner, de colorer un petit peu leur programme d'un truc horrifique, procéder par petites touches de collagène, quoi. Et là, pour le coup, elle va au bout de la seringue, quelque part. Oui, complètement. Et puis je trouve, moi, c'est ça qui m'avait vraiment beaucoup plu. Peut-être, je sais pas si on pourra passer à Terrifier 3, justement, puisque c'est un peu la question aussi que se pose, moi, qui m'est posée en tout cas quand j'ai vu Terrifier 3, c'est de me dire, tu vois, jusqu'à quel moment on s'arrête, à quel moment ça devient justement un peu tout le débat un peu critique de fond, tu vois, est-ce que c'est gratuit ou pas. Enfin, c'est vraiment une question que je me pose. Tu veux dire sur le sadisme ? Non, ou sur le débordement, sur la gloutonnerie, tu vois, de la mise en scène. À quel moment ça tourne à vide ? Alors moi, je trouve que justement, c'est un film d'overdose, on est d'accord, mais que quelque part, elle arrive quand même à trouver la juste mesure, ce qui est pas évident, parce qu'on a l'impression qu'on dit que ça part dans tous les sens, etc. Mais je trouve elle aussi un peu quand même. Je trouve le film quand même assez précis. Enfin, je veux dire, dans ses effets, il y a une logique de crescendo, dans son rythme, je le trouve assez, au contraire, assez bien. Ça temporise aussi des fois. Je veux dire, c'est ça que je veux dire. C'est pas complètement. On lâche pas non plus tout. Et j'ai envie de dire, même à la fin, même quand elle a tout lâché, à la fin, on reboucle quand même un peu, tu vois, le système sur lui-même, et quelque part le dernier plan qui répond au premier, il y a quand même une logique quelque part, tu vois, dans le débordement. On n'est pas dans un déraillement complet de la machine. Le train à la fin revient au point de départ. Enfin, il y a un truc comme ça. Et je me suis posé la question en voyant Terrifier 3. Donc j'ai vu que le 2. Moi, je pense que vous avez vu les 3. Et on pourra peut-être en parler. Ça a été quand même un phénomène. Tous les 3 films dont on parle sont sortis à un mois d'écart quasiment à la rentrée. Et ça a quand même été un truc où justement, je pense que aussi les discussions un petit peu qu'on avait autour du film, c'était de se dire, est-ce que tout ça, à un moment donné, faisait pas un peu suite de sketch, quoi, et que quelque part le film avait du mal quelque part à trouver un corps justement entre ces différents morceaux qu'il découpait, tu vois, un peu à la Truelle, je trouve, en miroir évidemment des exactions donc de Hart le clown qui découpe ses sur le côté film à sketch, en plus c'est quasiment à la base de la création de Hart le clown, parce qu'en fait il est né non pas dans Terrifier 1 mais dans une suite de films, dans un film à sketch en fait de Damien Leone qui s'appelle All Hallows Eve, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est vraiment, enfin, pour moi, Art the Clown et ça. C'est un numéro, quoi. Oui, c'est une succession de numéros burlesques. Les 3 films et ça correspond burlesque et gorlesque, ce que vous disiez tout à l'heure. Mais moi je pense que, alors là on peut acter moi je suis de nous 3 sans doute celui qui aime un peu plus Terrifier 3, mais on peut totalement acter le fait que il n'y a pas de dynamique qui permet de justifier l'embranchement des séquences à part une pure logique sadique de maquilleur, un peu de maquilleur et c'est fixe qui a envie de s'amuser. Et d'ailleurs Damien Leone était un ancien maquilleur. Il y a une apparition de Tom Savini qui est le maquilleur très célèbre des films de George Romero, et notamment du Jour des Morts Vivants, qui est un peu celui qui va le plus loin dans la logique gore, où il y a un personnage arraché en deux, et bref. Et donc, j'aurais pu raconter comment c'est fait, mais on va pas aller là-dedans. Mais je pense que c'est ça, en fait, justement, raconter comment c'est fait. Je pense que c'est ça qui amuse le plus, en fait, ces personnages-là. J'ai entendu, je crois que c'est dans Sortie de secours, donc je veux pas m'accorder cette pensée, mais pour moi, au fond, les Terrifiers, je suis assez d'accord avec cette idée, auraient plus de lien avec ce qu'a fait la saga John Wick au cinéma d'action qu'avec les films qu'on a générés là. C'est-à-dire, les John Wick, qu'est-ce que c'est ? C'est d'anciens cascadeurs qui font des films d'action de purs motifs de cinéma d'action, avec de pures figures désincarnées, pour simplement mettre en avant leur savoir-faire, qui serait leur savoir-faire de cascadeur, leur savoir-faire de l'action. Est incarné au contraire d'une sorte de production générale, c'est ça que tu veux dire ? Oui, enfin en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est des films dont il faudrait pas... et c'est d'ailleurs le problème aussi de Terrifier, là où leur logique
se complexifie un peu, c'est qu'ils ont voulu faire de vraies sagas, des sagas qui feuilletonnent. Oui, en fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en fait, les films se superposent les uns aux autres, on sait plus où ça s'arrête. C'est-à-dire que si c'était uniquement une série de sketchs, c'est pas ça qui me dérangerait, parce que si chaque sketch redoublait d'inventivité, gore, et c'est quand même un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que quand même du point de vue de la pure viscère, la scène de la douche va plus loin que la scène, la première scène, la scène. Je suis pas si sûr la parce scène qu'on avec les rats va plus loin. Enfin, on pourrait poser en termes l'hypothèse de pur maquillage et de pur ensanglant. Je suis pas sûr. On pourrait considérer que le plus brutal et le plus violent c'est dans 2, là, c'est, et le plus ragoûtant. Le sel et tout, non, le plus ragoûtant le moins ragoûtant de tout, ce serait le premier avec la scène de Carcasse où il y a un sexe féminin qui est tranché en deux par une tronçonneuse. C'est quand même un peu la scène la plus trash de toute la trilogie. Dans le premier, j'ai pas vu. En fait, ce qui est bizarre, moi, il y a quand même un truc qui m'étonne sur Terrifier, c'est-à-dire que si je me dis, bon, moi, il y en a un que j'aime bien pendant le 3, c'est le 2, que je trouve un peu plus intéressant que les autres, mais je me dis, ma scène préférée dans le 2, c'est une scène de pure comédie, c'est la scène où le clown essaie les lunettes, qui est un peu une scène qui commence comme une scène d'horreur, à savoir, je suis dans un magasin de farce et attrape et de costumes, et il y a un clown qui me stalk, et ce clown, à chaque fois qu'il y a un changement de champ contre champ, il a essayé une paire de lunettes différentes. C'est un peu un 2-3 soleils, tiens. C'est un peu un 2-3 soleils de nouveau. Et donc, c'est une scène de comédie qui entre par la bande et qui va vampiriser une scène a priori de suspense, d'effroi, etc. Ce qui est très bizarre, c'est que dans le 3, ce que je préfère dans le film, c'est tout autre chose. C'est pour le coup une vraie scène de slasher, mais presque une scène de slasher traditionnaliste, que serait la scène d'ouverture, la scène de Noël, qui là pour le coup, et en plus c'est un peu la seule qui exploite le concept de, pour le 3, Art le clown va être le Père Noël. Il y a quand même la scène dans le supermarché. Je me trompe peut-être, Damien Leone, mais je crois a dit qu'il pourrait faire même un Terrifier dans l'espace, enfin, c'est presque James Bond ou dans mon quoi, c'est-à-dire on va ajouter une espèce de, ou Wes Anderson ou les Galeries Lafayette, c'est-à-dire qu'à chaque tableau, chaque film on va ajouter un espèce de cadre différent dont la mise en scène va se nourrir. Et je me dis, mais c'est très curieux parce que dans le 2, ce qui m'intéresse, c'est la veine comique. Dans le 3, c'est le seul moment où le film est un peu tenu et fait une forme de slasher avec des effets de hors-champ, tu vois, y compris sur la violence faite aux enfants. Où là, ça n'a rien de drôle, en tout cas. Non, mais la scène est super. Je me demande même si c'est pas la meilleure scène de la trilogie, presque. Et après, c'est la moins dans la logique de la trilogie, par ailleurs. Peut-être, mais en même temps, je trouve que c'est la plus tenue en termes de mise en scène, et je trouve que c'est même celle qui est un peu la plus effrayante, qui me fait bon bah voilà, j'ai vraiment envie de voir ce qui se poursuit. Et le reste me semble justement un espèce de patchwork un peu indigent et un peu flottant de scènes de bricolage où on voit vraiment les techniciens, les réalisateurs dire bon bah là, on va inventer une manière un peu différente de détriturer les corps. On va voir le personnage vraiment de Hart comme un espèce de petit artisan enfin il est entre le cordonnier et le savant fou quoi, dans la manière de construire ses bombes. Et je pense que quand même le film est un peu malheureusement est pas très investi dans ses effets. Enfin il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre d'une gourmandise qui m'intéresse pas beaucoup parce qu'elle est pas forcément formalisée et qu'elle ouvre pas sur tant de situations que ça ou d'idées de mise en scène que ça. Ensuite ça raconte, là où je suis d'accord, c'est qu'il y a un parallèle sur John Wick qui serait intéressant, que seraient en fait des espèces de films comme des bandes continues qui pourraient faire 10 films ou 2, ça serait la même chose, avec une espèce de relance permanente, des personnages qui veulent jamais mourir, des récits qui n'en finissent pas de recommencer, avec aussi la même lourdeur, et là pour le coup qui est vraiment pas intéressante à mon avis dans le cinéma d'horreur, et auquel Smile 2 échappe complètement, que serait ce mot affreux que je m'approche à prononcer, et ça me fait mal de le dire, que serait le lore, c'est-à-dire tu vois, la mythologie, les petits éléments disséminés qui permettraient de comprendre l'univers où ça se passe. Par exemple Smile 2, on se fiche de savoir qui est cette entité, d'où il vient, qu'est-ce que c'est exactement. Le 2 fait l'inverse de ce que font toutes les suites de cinéma d'horreur, c'est-à-dire d'expliquer et d'entrer dans la mythologie. On s'en tamponne, excusez-moi l'expression, tandis qu'au contraire, Terrifier c'est l'inverse, on n'arrête pas de tresser la mythologie, de rajouter des touches, etc. Qui est complètement crétine. Et en fait ça sert à rien, mais c'est comme John Wick c'est la même chose. Hein. C'est ça. C'est-à-dire je ne comprends pas, c'est à la fois des films qui sont dans une pure logique de on va assouvir un espèce de désir et d'appétit gratuit, très bien, et en même temps ils sont obligés de le justifier par une forme de narratologie au carré dont on se contrefiche. Je pense très sincèrement que ce truc-là vient un peu d'une culture un peu pulp, un peu geek, tu vois, qui s'explique, tu vois, dès le je sais pas, j'ai pas vu le premier, moi dans le 2 il y a déjà des dessins d'heroic fantasy. C'est le 1 et celui qui est le plus dépourvu de cette mythologie là, qui est vraiment le plus brutal, le pur slasher, alors que les autres qui est le plus fauché. C'est un peu le problème, je suis d'accord qu'on s'en fout. Et pour rejoindre un peu ce que tu disais, moi ce que je préfère dans les deux Terrifier que j'ai vus, en tout cas les deux
dernier, c'est justement quand la veine comique et la veine horrifique arrivent un peu à se greffer, et je pense à une scène, mais qui est pas dans le 3, malheureusement, et j'ai pas retrouvé du tout ça dans le 3. Par exemple, la scène dans le bar, là, il y a pas ça, enfin je trouve que c'est à la fois... voilà, il y a un truc qui prend pas tout à fait. Dans le 2, moi je trouve que c'est le moment où, vous savez, il y a un personnage qui est découpé au fur et à mesure, et il revient dans la scène plusieurs fois pour rajouter des petits ingrédients. À un moment, il met de l'huile, après il met du sel, etc. Et à la fin, voilà. Donc là, je trouve ça à la fois terrifiant, enfin, je veux dire, en termes de violence et en termes de sadisme, en fait, pour le coup, là, ça va très très loin. Et pareil, il y a un effet comique de relance où vraiment le personnage revient à chaque fois, en permanence, comme ça, avec à chaque fois un nouvel accessoire. Et donc, à la limite, ça, moi, je trouve que ça peut m'intéresser, mais pour être tout à fait honnête, c'est pas la franchise, là, pour l'instant, la saga qui me stimule le plus, et même, et j'ai envie de dire, même là, tu vois, tu citais la scène de la douche, c'est intéressant. Moi, je trouve cette scène de la douche, là, par exemple, le plaisir de la viscère, à la limite, bon, ok, mais le surgissement, ou on va dire le surgissement de la violence, tu vois, qui va crescendo quelque part, bon, on est aussi sur une situation, vu qu'on est dans des sketchs déliés, si tu veux, les personnages à un moment l'ont un peu cherché, enfin je veux dire, on a une sorte de gratuité qui font que, tu vois, je vois la scène de manière très désincarnée. Tu vois, c'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est censé me prendre aux tripes littéralement, et je vois la scène avec une distance comme ça un peu froide, en me disant bon bah c'est un sketch de plus. J'ajoute juste un truc sur le mélange horreur et comédie. Moi, une des choses que je trouve vraiment réussie dans la saga Terrifier, c'est en fait la créature de Art the Clown et l'idée qu'il soit mime. Et il y a quand même une idée qui revient ad nauseam, mais le fait donc qu'il soit mime, qu'il ne prononce pas de mots, au moment où il tue, il est toujours avec un sourire immense, bouche grande ouverte. Et c'est comme si les cris de ses victimes venaient doubler son sourire. Et donc on a vraiment mêlé comme ça le rire, le cri, et c'est quelque chose qui se participe dans la salle. Et moi je dois dire, un peu en permanence, voilà, le Terrifier 3, il se trouve que je l'ai vu dans une salle déchaînée de 500 personnes. Il y a quelque chose qui participe de ça en fait, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un public très jeune, d'une manière générale, qui est venu voir ça, qui sait déjà ce qu'il y a dans le film. C'est un peu ce qu'on racontait sur la logique du jumpscare aussi. On sait que quelque chose va arriver. Le public, on les entend parler pendant les bandes annonces, dire j'ai appris que dans la scène de la douche, il y allait avoir une tronçonneuse dans les fesses. Ils savent qu'ils vont voir quelque chose et en fait, ils viennent voir cette espèce de spectacle. Spectacle de clown. Voilà, ce spectacle de clown. Alors, ça a ses limites, c'est-à-dire que ça ne se revoit pas. On dort la moitié du temps parce que dès qu'il commence à parler, c'est-à-dire que c'est là où c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant qu'il soit mime aussi? Parce qu'au fond, il devrait nous permettre d'éviter. Et d'ailleurs, dans le 3, ils font même l'erreur de faire parler une des entités, puisqu'il est dédoublé par une espèce de et c'est une très mauvaise idée. Elle se met à parler à la fin, et là, tout s'écroule par rapport si vous voulez, au contrat de Terrifier, qui serait plutôt justement cette logique de sketch. Et vraiment, de fait, là, je te rejoins complètement sur cette idée de mythologie, qui est vraiment ce qui peut arriver de pire à une saga d'horreur. Et quelles que soient les sagas d'horreur, on retrouve ça, quoi que ce soit dans les Freddy ou dès qu'on a commencé à raconter, à trouver une justification mythologique, on est obligé de s'ennuyer parce que c'est pas le contrat qui est passé avec le spectateur. Alors pour tout ficeler, pour conclure peut-être aussi notre fil, moi ce qui m'intéresse dans ce qu'on explique aussi, j'ai l'impression, c'est que qu'est-ce qui nous intéresse dans le cinéma d'horreur? C'est pas l'idée du cinéma d'horreur comme vaisseau qui va nous permettre de parler de grands sujets, de thématiques, un peu on va dire un cinéma par exemple, je sais pas, un peu comme celui de Jordan Peele, même si j'aime plus Nope quand même, mais je trouve que c'est un film assez intéressant. Pas forcément d'ailleurs dans ce qu'il raconte, dans son espèce d'outillage, d'appareillage théorique un peu lourd, Mubridge et compagnie, mais au contraire vraiment dans des scènes de pure apparition, etc., de l'invention d'une créature. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas ça. C'est pas non plus une espèce d'armature narrative. C'est vraiment des pures questions de cinéma, et j'ai l'impression de temporalité aussi. Ça, c'est étonnant. On en revient à cette question de la longueur, c'est-à-dire que le cinéma horrifique, en particulier en ce moment, devient un champ, d'une part, où en fait un metteur en scène peut se révéler parce que c'est que des questions de mise en scène. C'est des questions de retarder, d'accélérer, de changer de tempo, de qu'est-ce que je fais rentrer dans mon cadre, qu'est-ce que j'en fais sortir, etc., etc. Enfin, le jumpscare, c'est par principe, un bon jumpscare par principe, c'est une équation de mise en scène, et c'est pas juste un effet gratuit qui surgit là pour dynamiser une séquence ou pour susciter une réaction comme ça très épidermique chez le spectateur. Et c'est vrai que là, il y aura peut-être une hypothèse en guise d'ouverture sur ce rapport à la temporalité, c'est-à-dire qui expliquerait aussi l'allongement de la durée des films d'horreur. C'est-à-dire qu'en fait, ça travaille vraiment quelque chose que permet le cinéma et que n'explore pas bizarrement, je pense, la série télé. D'ailleurs, les séries télé horrifiques, il y en a eu quelques-unes intéressantes, notamment celle de Mike Flanagan. Je pensais à Mike Flanagan, tout à fait, mais qui, elle aussi, se caractérisait par une certaine lenteur, par la mise en place de situations. On va dire, par exemple, Midnight Mass, c'est quelque chose d'assez lent, quoi, dans la mise en place.
place de quelques bribes d'apparitions horrifiques, et qui aurait avant tout, c'est peut-être là la qualité principale de ce cinéma d'horreur qu'on explique, c'est-à-dire à la fois James Wan, la question de la transition numérique, de la porosité, et vraiment d'un cinéma qui travaillerait quelque chose qui serait très contemporain au niveau des images, et puis quelque chose vraiment du bloc de temps. Et même Terrifier, que j'adore pas des masses, travaille aussi cette question-là. Hein. C'est vraiment cette idée à la fois de la répétition. À condition, je nuance quand même, à condition de ne pas faire de ce bloc de temps un assommoir, tu vois, comme Midsommar ou ce genre de truc, parce que ça peut être assez vite. Ou même Bo is Afraid, qui est un film très très long, même s'il y a des choses intrigantes là-dessus, mais oui. Oui, je pense que ça fait une bonne conclusion à ce débat qui était un bon bloc de temps, tu vois. Et on va finir un peu aussi. J'en profite quand même pour dire un mot sur ce beau bébé, voilà, que vous allez. Je ne sais pas quand la vidéo sortira exactement. Peut-être que vous l'aurez déjà reçu, voilà, pour Noël, fêter avec Art le clown l'arrivée du numéro papier Critical, le numéro anniversaire pour les 20 ans de la revue, aux lecteurs et aux lectrices qui ont commandé le numéro durant la campagne. Merci Pierre-Jean pour ta première. Merci Josué pour le débat, et merci à Clément derrière la caméra. Je remercie évidemment aussi le Ciné 104 de nous avoir accueillis. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo.